Va-t-on être gouverné par les algorithmes? Peut-on s'en remettre aux algorithmes pour prendre des décisions? On en parle avec notre invité qui a rédigé un chapitre du livre de l'Institut de l'économie Élucider l'intelligence artificielle. Jacques Prince, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, est-ce qu'on peut s'en remettre aux algorithmes? Est-ce qu'ils peuvent être responsables pour nous? Alors, disons, c'est ça où il faut regarder les choses avec beaucoup de nuances. Donc si vous êtes d'accord, là je peux résumer très brièvement en 4 points ce que j'ai raconté dans l'article du livre dont on vient de parler. En fait, j'ai écrit 2 articles dans ce livre. Donc si on veut comprendre la gouvernance des algorithmes, la première chose à faire, c'est de comprendre quels sont les acteurs. Donc les programmeurs, les gens qui donnent des ordres aux programmeurs, les usagers, on est tous des usagers des algorithmes. Quand je déclare mes impôts, je suis un usager des algorithmes du ministère des Finances. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, tout le monde est usager de l'informatique. Le deuxième point sur lequel il faut insister, c'est les problèmes d'ingénierie. Donc les programmes, c'est des choses qui n'existaient pas avant-guerre, par exemple. Les premiers programmes apparaissent dans les années 50. Et c'est les programmes qui sont faits pour calculer les bombes atomiques à Los Alamos. C'est les premiers programmes. Donc ça, c'est les problèmes d'ingénierie. Donc depuis, on a beaucoup travaillé sur comment fabriquer ces fameux programmes. Ensuite, il faut regarder quelles sont les contraintes des programmeurs. Quelles sont les contraintes des programmes? C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire avec l'informatique. Depuis le début, c'est connu. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a des tas de problèmes qu'on ne saura jamais résoudre par l'informatique et les ordinateurs. Et le dernier point sur lequel on peut discuter, si vous êtes d'accord, c'est ce que j'ai appelé, moi, dans différents écrits, les défis des programmeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui fabriquent des machines, les ordinateurs, sont capables de nous fabriquer des circuits dans lesquels il y a plusieurs milliards de transistors. On est capable de faire des circuits dans lesquels on est capable de mettre plusieurs processeurs, donc le moindre smartphone un peu intelligent, il a des machines qu'on appelle multicœurs avec 8 ou 16 cœurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle le parallélisme. Donc aujourd'hui, on ne sait pas vraiment bien, voire pas du tout, faire de la programmation parallèle. Or, l'évolution de la technologie, c'est beaucoup de parallélisme. Donc on voit que là, on est face à un petit problème qu'il va falloir regarder de très près. Donc déjà, effectivement, on s'en remet aux algorithmes et vous dites on arrive aux limites physiques de l'augmentation de la capacité de calcul. Oui. Première limite. Oui, alors il y a des limites aux capacités de calcul. Donc tout le monde aujourd'hui a entendu parler de la loi de Moore. Donc c'est une loi qui explique un petit peu les mécanismes de gravure au sein des circuits. Donc les circuits de silicium là, avec lesquels sont faits le cœur des smartphones, là, c'est des monocristaux de silicium. Un transistor, c'est quelque chose qui fait entre 8 et 10 millions d'atomes de silicium. Donc si je réduis la taille, donc à un moment, il n'y a plus assez d'atomes pour faire un transistor, quoi. Parce que je ne peux pas faire un atome de silicium, ça ne fera jamais un transistor. Donc on a des doutes là sur le nombre de transistors qu'on pourra utiliser, mais ça sera probablement pas en dessous du million, quoi. Il faut 1 million d'atomes de silicium pour faire un transistor. Là, on arrive à la fin d'un cycle d'augmentation de la capacité. Il faudrait faire des choses un peu plus compliquées en parallèle. Et là, il y a des limites humaines, vous le dites aussi. Il y a absolument des limites humaines. Donc, alors, par exemple, je vous en citais une très simple. Là, en discutant tout à l'heure, en préparant l'interview, là, on regardait la taille d'un robot américain là, qui s'appelle Cosmo, là, dont on a parlé dans les journaux. Là. Un robot ludique, ouais. Alors, c'est un robot dans lequel les concepteurs nous disent qu'il y a 1 600 000 lignes de code. Donc, il faut savoir qu'un programme de cette taille-là, ça se fabrique avec une équipe de plus de 100 programmeurs qui vont travailler pendant 3-4 ans. Ça vous donne une idée, quoi. En gros, on a des observations statistiques sur ce que ça coûte. En gros, une ligne de code, ça coûte 1 à 2 heures de travail selon la qualité du code. Donc, en France, on travaille 1735 heures par an, donc vous faites le quotient, puis voilà, vous allez tout de suite comprendre les choses. Et par ailleurs, les programmeurs, c'est des hommes ou des femmes, et on sait qu'on se trompe. Donc les taux d'erreur avec lesquels on fonctionne communément, c'est des choses qu'on connaît parfaitement bien depuis en fait, la dernière guerre. Avec les radars, avec tous ces trucs-là, on a des statistiques très précises. Et on sait qu'un opérateur, quel qu'il soit, quand il travaille, quand il prend des décisions, il fait 5 à 10 erreurs à l'heure.
Donc pour faire des programmes comme ceux du robot Cosmo, là, il faut beaucoup d'heures. Donc il va y avoir beaucoup d'erreurs. Et alors les programmeurs sont des gens en général très rigoureux. Ils trouvent tout de suite leurs erreurs, souvent, mais il y en a tellement qu'à un moment, il finit par en rester, quoi. Il y a un reliquat d'erreurs, toujours, même dans les programmes de la NASA, on connaît tout ça très bien. Et donc le problème, c'est qu'est-ce que je fais de ce reliquat d'erreurs? Comment je le compense? Voilà. Donc on voit qu'on arrive à quand même un certain nombre de limites. Et puis il y a des limites qui sont déjà aussi apparentes, c'est la limite de la conception. Dans la conception, c'est aussi des êtres humains qui conçoivent. Ils ont leurs a priori ou leurs limites eux-mêmes éthiques, ils font des choix. Ces choix ne sont pas forcément clairs pour les utilisateurs. Donc ça, vous parlez des problèmes d'éthique que ça pose aussi. Oui, alors en général, les choix d'ailleurs ne sont pas du tout clairs pour les utilisateurs parce que là, on rentre dans des problèmes techniques. Donc là, il faut connaître la technique. Moi, je peux vous donner un exemple personnel. J'ai eu la chance dans ma vie professionnelle de diriger une équipe d'operating system. Donc les programmes souverains là, dont nous parlait un de nos anciens ministres de l'industrie, là, Arnaud Montebourg. Et donc, ce sont des programmes, mettons, pour faire un operating system, il faut une équipe de base de 40 à 50 personnes, de concepteurs, qu'il faut faire travailler ensemble, donc c'est déjà pas évident. Mais l'équipe complète de programmeurs, ça sera plus de 1000 programmeurs pendant de nombreuses années. Donc c'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais on peut tout de suite comprendre qu'il va y avoir des problèmes de communication extrêmes. Et si les gens ne se comprennent pas, ça fera ce que j'appelle moi du Babel généralisé, et on ne pourra pas construire les programmes au-delà d'une certaine taille. Donc en conclusion, finalement, vous nous invitez à penser que l'être humain est central dans ces technologies, qu'on ne peut pas les considérer comme magiques. Vous le développez aussi dans Survivrons-nous à la technologie, un livre qui vient de paraître. Merci pour votre éclairage, Jacques Prinz. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.